Direct de Tunis, David Pujadas et ses invités pour la suite de notre spécial, consacré bien sûr à la situation en Tunisie. C'est à vous, David. Oui, Sophie, bonsoir ou rebonsoir Tunis, où la situation est calme ce soir. Pas d'incident, pas de coup de feu, pas d'hélicoptère non plus qui survole la ville. Pour l'instant, la situation est effectivement calme. Nous allons recevoir dans un instant, elle est avec nous, une référence dans la vie publique tunisienne, une figure, une avocate, Maître Armida, qui s'est battue des années et des années pour le droit des femmes. Nous irons à Sidi Bouzid, c'est là où tout a commencé et le héros défunt de la Révolution est fêté comme un martyr. Et puis nous évoquerons une question sensible, celle des islamistes. Mais d'abord, on va parler des Français. Les Français, ils sont en première ligne ici, ils sont nombreux, 22 000 officiellement. En fait, on estime qu'ils seraient à peu près 30 000. Et ils sont en première ligne depuis le début de cette crise. Certains ont décidé de rentrer, d'autres de rester. Reportage Hakim Abdelkalek et Antoine Morel. Des rues désertes, à l'heure où habituellement les embouteillages sont légion. Il est 18h15, le couvre-feu a commencé. Benoît Bringot est l'un des rares Français qui osent s'aventurer à l'extérieur. Là, pour l'instant, c'est calme. Il y a eu quelques tirs. Ce midi, écoute, on a voulu manger dehors. Dans la seconde où on s'est posé, il y a eu une rafale. Donc, on s'est rentré illico. Cet enseignant du lycée français porte comme chaque riverain un brassard blanc, signe de reconnaissance mutuelle entre voisins. Sur sa route, l'un d'eux s'inquiète pour lui. Restez dans les coins, toujours. Même quand vous marchez toujours à l'abri, côté du mur, et jamais à côté de lumière, et surtout chercher toujours des petits coins comme ça. Son quartier est protégé par les comités citoyens d'autodéfense. Un peu partout des barrages, tous redoutent ici l'arrivée éventuelle des milices de Ben Ali. Vous avez une pierre dans la main, là, pourquoi ? Au cas où il y a quelqu'un qui veuille s'infiltrer par ici. Bon, comme c'est un petit peu la chasse aux sorcières, on ne sait pas par où ils vont passer, autant qu'on soit prêt s'ils sont en voiture. Tout d'un coup, les balles claquent. Comment je rentre dans les coins pour voir si ça... Qu'est-ce qui se passe alors là ? Donc, il y a eu des tirs, donc apparemment, c'est quand même assez proche. Donc, les gens se mettent sur le côté pour éviter les tirs, les balles. Malgré les risques, Benoît Bringot a décidé de rester avec sa famille. Ses enfants ne vont plus en cours. Le lycée français est fermé depuis jeudi, mais personne ne s'inquiète vraiment. Les Tunisiens ne sont pas hostiles vis-à-vis de nous. Donc c'est vrai que nous, on ne se sent pas menacés directement par ces tirs. On est censé assurer un service. Donc, ce que dit Evelyne, si l'école reprend après-demain, on doit être en poste après-demain. Au petit matin, Benoît Bringot et sa fille sillonnent les rues du quartier pour trouver des aliments de base. La pénurie menace, et dans son épicerie habituelle, il manque aujourd'hui de tout, ou presque. Il n'y a plus de pâtes là ? Non, il n'y en a plus, non, c'est fini pour les pâtes. Alors semoule c'était là, donc il n'y en a plus non plus. Plus de semoule non plus. Après une très longue queue dans l'une des rares boulangeries ouvertes, il repartira comme chaque client, avec 5 baguettes, pas plus. Mais hors de question pour lui et sa famille de céder à la panique. Au total, en Tunisie, vivent près de 30 000 résidents français. 3 000 d'entre eux, ces derniers jours, ont quitté précipitamment le pays, en bateau ou en avion. Mais la majorité des Français a décidé de rester, convaincus que la situation allait revenir à la normale ces prochains jours. Voilà, et on se retrouve ici en plein centre-ville. Voici le visage que présentent ce soir encore les rues de Tunis. Comme il n'y avait plus de pouvoir, comme il était vacant, eh bien les habitants s'en sont emparés à travers ces fameux comités de quartier où ils contrôlent les allées et venues pour aider l'armée et pour tenter de démasquer ces fameux membres de la garde rapprochée de l'ex-président Ben Ali qui sèmeraient encore la terreur en ville. Alors, vous le voyez, ils sont armés de bâtons, de gourdins, de barres de fer parfois. Ce sont les hommes, des adolescents, des enfants aussi parfois du quartier qui sont là tous les soirs pour assurer, disent-ils, la sécurité. Alors, toute révolution à ces héros, nous sommes retournés à Sidi Bouzid, là où tout a commencé, là où un jeune diplômé au chômage il y a un mois tout juste s'est donné la mort en s'immolant par le feu. Reportage Philippe Rochaud, Didier Daron. La mère de Mohamed Bouaziz vient souvent prier avec ses enfants sur les lieux où s'est immolé son fils. Personne n'oublie que ce chômeur de 26 ans est mort en martyr et en héros en justice. Son suicide a fait basculer les Tunisiens. La mort de Bouazizi, elle a été l'étincelle d'une révolution populaire. Les causes sont claires pour tout le monde. Il nous a tués tous.
On est tous des victimes. Mohamed Bouaziz, diplômé mais sans travail, vendait des légumes dans cette rue pour faire vivre sa famille. La police lui a confisqué son chariot. De désespoir, il s'est immolé par le feu sur ce trottoir. La portée politique de son geste a forcé Ben Ali à lui rendre visite pour calmer la colère populaire. À sa mort, la révolte a gagné tout le pays et provoqué la chute du président tunisien. Aujourd'hui, sa tombe ne se distingue pas de celle des autres, mais elle est bien celle d'un martyr, mort pour une juste cause et sur laquelle sa famille vient régulièrement se recueillir. Il a réussi à déloger le plus grand chien du pays, Ben Ali et sa famille. Mais on demande encore des choses et on est prêts nous aussi à se sacrifier. La famille et les habitants de Sidi Bouzid veulent changer le nom de cette avenue dite du 7 novembre, jour de la prise du pouvoir de Ben Ali, par celui de ce nouveau martyr. Nous insistons que la rue de 7 novembre se remplace par le nom de le premier martyr de la révolution, Mohamed Bouaziz. Et jusqu'au bout, hein. Et jusqu'au bout, hein. Si on rebaptise le nom de l'avenue par celui de Mohamed, il restera au moins quelque chose de mon fils. La population de Sidi Bouzid estime que la mort de Mohamed Bouaziz doit servir d'exemple non seulement à la Tunisie, mais à l'ensemble du monde arabe. Voilà, et c'est de ce geste désespéré qu'est née la révolte, qui a abouti à la grande manifestation qui a conduit elle-même, ici même, au départ précipité du président Ben Ali, ici même, c'est-à-dire l'avenue Bourguiba, les Champs-Élysées de Tunis, qui sont encore partiellement bouclés par l'armée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait encore quelques heures des tireurs embusqués sur les toits. 2 d'entre eux ont été tués. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de soldats. On a assisté il y a quelques secondes à une arrestation assez musclée qui s'est révélée finalement être une fausse alerte. Et c'est dans ce lieu symbolique que nous rencontrons l'un des acteurs de cette révolution, assez représentatif, l'un des acteurs anonymes. Ali Kouki, bonjour, vous avez 29 ans, vous avez un diplôme, vous êtes ingénieur dans l'automobile, vous avez un travail, vous avez un bon salaire, mais vous avez été l'un des premiers ce fameux vendredi à manifester ici. Pourquoi ? Alors, parce que en fait, tout le peuple tunisien, depuis fort longtemps, manquait énormément de dignité. On a vécu pendant 23 ans sous la botte d'un tyran, d'un dictateur qui a bafoué les droits les plus élémentaires dans la liberté d'expression. Et pour vous, c'était important ? Bien sûr que c'est important. Il n'y a que par la démocratie qu'on puisse établir une fierté nationale. On a récupéré notre fierté nationale. Voilà, c'est le peuple qui parle. D'établir un gouvernement d'unité nationale. Vous y croyez ? Bien sûr qu'on y croit. Tous les jeunes Tunisiens y croient. Et même si ça n'arrive pas cette fois-ci, on ressortira dans les rues pour réclamer notre droit et notre dû. Parce que la démocratie, c'est un dû. Pendant des années, on a entendu dire Ben Ali, c'est aussi un garant de la stabilité, et notamment contre une éventuelle poussée islamiste. Pour vous, c'est un fantasme ou c'est un risque ? Non, c'est juste une image, qu'il a propagée. Il y a un seul garant pour ça, c'est la démocratie. Alors précisément, ce fameux risque islamiste, exagéré ou pas, il faut bien dire que pour l'instant, il n'y a aucune formation islamiste. Nous sommes tout simplement allés recueillir la parole de musulmans, pas des islamistes, des musulmans pratiquants à la sortie d'une mosquée. Regardez ce reportage d'Hakim Abdelkalek et Antoine Morel. Dans les rues du centre-ville, retentit l'appel à la prière. Nous sommes dans l'une des mosquées de Tunis. Le pays pratique massivement un islam modéré. Mais à l'extérieur, certains tiennent des propos encore inimaginables la semaine dernière. L'arrivée au pouvoir des islamistes, pourquoi pas ? Au moins, ils peuvent apporter de la morale. Parce que, sincèrement, les générations les plus récentes dérivent un peu. Si on exclut les communistes, c'est ça, et les personnes qui ont un fondement islamique, c'est comme si on remet la dictature. Pendant 23 ans, le règne de Ben Ali a réduit au silence les islamistes. Mais voilà que Rached Ghannouchi redonne de la voix. Exilé depuis 1989, ce chef d'un parti islamiste jusqu'à présent interdit a annoncé qu'il rentrerait bientôt en Tunisie. Pour ces Tunisiens non pratiquants, il ne sera pas le bienvenu. On veut une liberté totale et c'est à nos devoirs, quoi. Si on veut faire la prière, on fait la prière. Si on veut prendre l'apéro, on prend l'apéro.
Les islamistes, épouvantail de la vie politique tunisienne, pas sûr. Les partis fraîchement arrivés au gouvernement prônent le dialogue avec eux. Nous voudrions discuter avec eux. Ils ont été victimes de l'ancien régime. Ils ont fait l'objet de procès inéquitables. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a aussi des questions à leur poser. Tous les Tunisiens s'accordent aujourd'hui sur un point. Ils ne laisseront aucun mouvement confisquer leur révolution. Et un petit rectificatif à ce propos, nous avons par erreur au début de ce journal montré en évoquant le Premier ministre le visage de Rached Ghannouchi et non pas de Mohamed Ghannouchi. Voilà donc qui est dit et rectifié. Nous recevons maintenant, comme annoncé, une figure de la vie civile tunisienne, une avocate qui s'est toujours battue pour le droit des femmes, Bochra Belhadj Armida. Merci d'être avec nous. Alors les Tunisiens ont eu une énorme surprise la semaine dernière. Ils vous ont vu apparaître 2 fois à la télévision alors que vous étiez évidemment persona non grata sur les écrans du temps de Ben Ali. Votre sentiment général pour conclure peut-être cette édition spéciale, maître? Est-ce que la Tunisie peut revenir en arrière ou est-ce que ce qui s'est passé vers la démocratie, selon vous, est irréversible? Je pense que c'est irréversible parce que la jeunesse, surtout, s'est beaucoup prononcée. Elle va prendre la relève, elle va relever tous les défis et elle va vraiment concrétiser et à mettre en application toutes les batailles, toutes les luttes de notre génération, de celle d'avant, etc. Donc, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que les jeunes sont décidés qu'il plus jamais il n'y aura un régime totalitaire en Tunisie. C'est clair, ils le disent tous les jours, ils sont convaincus, ils ont d'ailleurs, aujourd'hui c'était extraordinaire, à Nesma TV, ils ont dit maintenant c'est clair, chaque fois que quelqu'un, un président, ne respecte pas les Tunisiens et les Tunisiennes, on va le faire dégager. C'est ça maintenant le slogan des Tunisiens. Ce nouveau gouvernement, c'est l'information de cette journée. La Tunisie a un gouvernement de transition, mais il y a des critiques parce qu'il y a beaucoup d'anciens cadres du régime Ben Ali. Vous y croyez, vous, à la marche en avant avec ce nouveau gouvernement? Je trouve que bon, on n'a pas le choix. Au fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que l'idéal serait été un gouvernement où les figures de l'ancien régime seraient absents. Mais ce serait idéal, et plus qu'idéal, c'est utopique. Pourquoi? Parce que déjà, l'opposition tunisienne, il faut le dire, tellement elle a été dans la contestation par le fait aussi du régime, que ce n'est pas une opposition qui peut aujourd'hui gouverner le pays. Elle n'a pas d'expérience. C'est une réalité. On peut en discuter jusqu'au matin, mais c'est une réalité. Les islamistes, c'est une menace? C'est une menace. Ça, c'est toujours une menace. Maintenant, à nous d'être vigilants et vigilantes, à nous de travailler dans la société, parce que ce qui s'est passé avec l'ancien régime, c'est qu'il y a eu des solutions sécuritaires, mais ils ont laissé l'islamisme se propager dans la société et se diffuser. Nous, ce que nous voulons, c'est une lutte quotidienne sur le plan politique, sur le plan idéologique et culturel contre l'islamisme. Un tout dernier mot, est-ce que la Tunisie, première révolution démocratique dans le monde arabe, et certainement pas la dernière, est un exemple? C'est un exemple, comme aujourd'hui le titre de Libération, je trouve que c'est très bien, à qui le tour. Vous êtes fier, hein, on sent que vous êtes fier de cette. Je suis fier de tous les militants qui ont travaillé pendant des années, mais je suis très fier pour les jeunes et c'est leur victoire. Et vraiment, j'attends que de nouvelles générations d'hommes et de femmes d'État émergent. Beaucoup de Tunisiens sont fiers, on l'a senti ici, partout dans la ville. Hein. Ça s'est tellement fait vite. C'était tellement vite. Personnellement, j'ai suivi tout, mais en aucun moment... Étonné vous-même, hein? Je suis étonné par la rapidité. Oui. Je voyais le départ. Franchement, je l'ai dit aux jeunes, ils ne m'ont pas cru. Mais pour moi, je pensais plus négocier avec lui, avec le président Ben Ali, avec l'ex-président Ben Ali. Je voyais plus négocier. Je n'ai jamais pensé jamais, pour moi, c'était, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur lui, et ce qu'il était vrai, tout ce qu'il a fait, c'est un bon père de famille. Je n'ai jamais cru qu'il pouvait faire autant de mal à la Tunisie. Ce qu'il a fait aujourd'hui, pendant ces derniers jours, je n'ai jamais pensé qu'il en était capable. Merci Madame Armidi d'avoir été avec nous ce soir pour cette édition spéciale. Un rappel, avant de se quitter, cela fait 384 jours maintenant qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été enlevés en Afghanistan, ainsi que leurs 3 accompagnants.